Nous avons la traditionnelle présentation de Philippe Pacheux. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur cette table ronde. Ce temps d'actualité est toujours assez intéressant. Philippe, je te donne la télécommande. Et puis, qu'est-ce que tu préfères ? Bien, il est de tradition à la journée finance d'avoir une photographie de la situation financière des ESH. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'agiter pour éviter de tomber. Et nous le faisons, vous le savez, depuis quelque temps à travers une enquête qui est conduite auprès de nos ESH, de nos adhérents. Et je les remercie toujours d'ailleurs pour leur aimable participation à cette enquête qui est toujours intéressante parce qu'elle donne à voir finalement comment évoluent les grands agrégats, les grands ratios que nous avons l'habitude de suivre pour mesurer finalement la trajectoire de la situation financière des ESH. On a pu mesurer à quel point d'ailleurs cette trajectoire avait fluctué ces derniers temps, et ça permet à chacun aussi de se positionner sur cette vision macro. Donc nous sommes toujours sur une vision macro, je le redis bien, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle le macro-organisme ESH, qui va venir agréger un certain nombre donc, de données, donc des données solides, puisqu'elles s'appuient sur 92 réponses qui représentent 74% du parc. 9 indicateurs ont été observés. Il s'agissait à la fois de regarder des résultats connus et aussi de se projeter à travers des résultats prospectifs, parfois peu prospectifs, puisque ça concernait 2025, et aussi de regarder les trajectoires concernant 2026. Alors, un des indicateurs traditionnellement observés, c'est l'autofinancement. Vous le connaissez très bien. L'autofinancement net en pourcentage donc, des produits. Alors qu'observons-nous sur la base donc, toujours des retours proposés par les ESH, on aperçoit finalement un point bas. On l'avait aperçu déjà précédemment. En 2023, un ratio qui est à 6,1% quand on regarde l'autofinancement net en pourcentage donc, des produits. Ça, c'est une première remarque. Un rebond en 2024, 2025, il faut y voir là les profils de nos emprunts à travers le mécanisme donc, de double révisabilité des prêts donc, de la Banque des Territoires, donc une amélioration de l'autofinancement net, ça c'est la deuxième remarque. À nouveau donc une dégradation qui se profile par la suite, j'y reviendrai un peu plus loin. Et un autre enseignement qui me paraît intéressant, c'est finalement de se rendre compte qu'on est en train d'évoluer dans des trajectoires qui sont très éloignées de ce qu'on avait pu connaître par le passé. Traduction, on pouvait être à 10-12% d'autofinancement net par le passé. On se situe plutôt aujourd'hui sur la moitié, à peu près 6-7%. La période bénite antérieure, on aura du mal effectivement à la retrouver compte tenu de tout ce que nous connaissons et de tout ce qui a été partagé il y a quelques instants. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le nombre quand même de sociétés qui ont présenté un autofinancement en deçà des seuils d'exigence, qu'ils soient réglementaires ou se posaient d'ailleurs par la fédération. Le point bas se situait en 2023, une situation qui s'améliore légèrement sur la période postérieure. Donc en 2023, 17% des ESH avaient quand même un autofinancement en deçà donc, du seuil réglementaire. Un seuil qu'on n'avait pas connu donc, jusqu'à présent, et 7% avaient un autofinancement négatif. Un point sur les annuités, un ratio que nous suivons de près et que nous allons suivre donc d'ailleurs de plus en plus au niveau de la Fédé et du CAP, conscient quand même du poids que représente donc la dette, à la fois en volume et le coût donc, de la dette dans nos comptes. Et on voit que l'expression de ces annuités dans nos comptes est loin d'être neutre, tant au niveau de l'annuité qu'au niveau, j'y reviendrai dans quelques instants, du résultat comptable. C'est pas un scoop, le pic d'annuité en pourcentage des loyers, nous l'avons connu en 2023. J'aurais tendance à dire qu'on était en pleine dans la crise du taux du livret A élevé. Une décroissance par le phénomène là aussi de double révisabilité que j'ai évoqué il y a quelques instants. Et on constate à partir de 25, 26, et quand on tire le trait un peu plus loin, à nouveau une progression de l'annuité,
c'est très certainement, quand on regarde les DIP, la progression qui est devant nous des investissements. Et on a beaucoup parlé d'investissements massifs, en particulier sur le terrain de la réhabilitation, qui se dessinent. Ils vont se matérialiser à travers une progression du ratio annuité en pourcentage des loyers, surtout d'ailleurs si nous avons un IRL au niveau des loyers qui ne progresse plus beaucoup. Le ratio s'en trouvera aussi bien évidemment affecté. Vous apercevez aussi d'ailleurs la très grande disparité qu'il peut y avoir sur les situations d'endettement entre les structures les moins endettées et celles qui ont un taux d'endettement particulièrement élevé. L'annuité comptabilisée a aussi profondément été transformée dans sa structure. Quand on regarde sur quelques années la manière dont les choses ont évolué entre 2021 et ce qui se projette donc en 2026. Donc au-delà de la progression de l'annuité qui est quand même très significative, qui est encore une fois l'expression du dynamisme de la politique d'investissement des ESH, on retiendra bien évidemment le poids des intérêts courus dans l'annuité, et qui a considérablement monté, plus de 200% sur la période d'observation, qui va se retrouver bien évidemment donc, dans le résultat. Et évidemment aussi un amortissement en capital qui s'est amoindri donc, au fil du temps. Donc le poids finalement du capital à rembourser progresse donc, au fil du temps. Et on aperçoit à partir de 2025-2026 un renversement de la situation, c'est-à-dire que finalement on retourne sur une hypothèse plus importante de remboursement du capital. Hop, un peu trop loin, il est très sensible. Le fonds de roulement à long terme exprimé en euros par logement est aussi très significatif en termes d'évolution. La tendance précédemment observée se confirme, s'accélère, et avec une forte chute du fonds de roulement qui traduit là aussi les investissements, la masse des investissements que nous faisons et la sollicitation des fonds propres qui est bien réelle pour aussi contribuer au pilotage de l'autofinancement et en particulier lorsqu'on est sur des opérations de réhabilitation qui vont finalement susciter très peu de loyers additionnels. Dernier slide, donc bien évidemment on a un patrimoine qui progresse en raison de cette dynamisme donc de construction. Ce qui est intéressant d'observer, et on y reviendra dans quelques instants, c'est la question des cessions d'actifs, la question de la vente. Alors on a eu bien évidemment donc une période de creux sur les ventes, que ce soit les ventes à l'unité ou les ventes en bloc en 2023, donc en 2024. Compte tenu bien évidemment donc, du contexte, les ESH mettent en perspective un rebond en 2025 et en 2026. J'aurais tendance à dire un très fort rebond, en particulier sur les ventes en bloc. On va imaginer à quel point, encore une fois, les ESH vont aller solliciter des cessions d'actifs pour financer leur politique d'investissement. Voilà. Il faut espérer par contre que ces espérances de cession se concrétisent, donc dans les faits. Et en particulier s'agissant donc des ventes au profit donc des particuliers, ça renvoie à ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, notamment aux conditions de financement des primo-accédants, s'agissant de l'accès au crédit et des conditions du crédit lui-même. Donc voilà quelques enseignements qu'on voulait partager donc avec vous. Donc une situation de tension, Il en reste un, pardon. Juste avant, hop. Ah oui, pardon, merci. Elle est trop sensible. Trop sensible, cette zapette. Oui, j'évoquais d'ailleurs la question du résultat, de l'évolution du résultat courant et du résultat net. Merci, Karen, de me le rappeler, parce qu'il est aussi très instructif sur ce qui est en train de se passer, de ce que connaissent nos ESH. Donc, un résultat courant, vous l'apercevez, qui navigue en territoire significativement négatif depuis 2022, c'est-à-dire encore une fois sur la période où nous avons constaté des taux d'intérêt particulièrement élevés s'agissant donc de notre endettement. Donc c'est venu complètement déformer donc, le résultat courant. Donc on a très clairement aujourd'hui une activité
une activité de location, d'exploitation qui ne dégage plus aucun résultat. C'est quand même une situation assez préoccupante. Et avec, on l'aperçoit, un nombre de SH qui présentait des résultats courants négatifs très significatifs, donc à compter donc, de 2023. Le résultat net suit finalement la même physionomie, la même tendance, tout en restant en territoire positif. Il a profité de résultats exceptionnels bien présents. On peut citer effectivement donc la vente HLM, on peut citer aussi donc les C2E, les dégrèvements de taxes foncières, autant d'éléments exceptionnels qui sont venus améliorer le résultat comptable. Mais pour autant, on aperçoit toujours un nombre très significatif de SH qui présentent un résultat net, donc négatif. Donc un sujet effectivement de préoccupation, en particulier pour ce qui concerne donc, le résultat, je le redis bien, le résultat courant et l'autofinancement courant. On a bien aujourd'hui donc une activité, on a bien un problème structurel au-delà des événements conjoncturels que nous traversons, avec une activité qui dégage aujourd'hui très peu de marge de manœuvre économique. Et je pense qu'Arène n'a rien à avoir oublié. Voilà, en vous remerciant.